Salut les gars, salut tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle analyse Spearhead. Cette fois-ci, ça va être les Séraphons. Une Spearhead que j'ai pas pu jouer, mais que j'ai pu affronter et qui avait l'air vraiment sympa à jouer et vraiment pas prise de tête quoi. Un truc vraiment super cool à prendre en main et avec lequel on s'éclate direct. Donc c'est parti pour l'analyse. Et on commence par la compo comme d'habitude. Alors là, on a vraiment que 4 unités, on n'a pas grand chose. On a un 100 ancien Saurus sur Carnosaur, c'est le gros dino qui va être votre général. On a 2 x 5 Guerrier-Saurus et 3 Croxigore. Donc là, on a très peu de figurines, franchement. Cependant, il y a beaucoup d'aptitudes, notamment sur notre général, qui vont nous permettre d'avoir plus de contrôle et en enlever aux adversaires. Le général, il prend bien la table et il est menaçant en plus, donc il va forcer votre adversaire à s'adapter. Par contre, après, on n'a aucun renfort, donc dès que vous commencez à perdre des Saurus et des Croxigore, vous allez très vite vous retrouver avec plus grand chose sur table. Donc disons que votre présence sur table, elle va être compliquée à maintenir pendant toute la partie. Maintenant, si jamais vous arrivez en fait, vous pouvez faire le café avec que votre général. Ça, pour le coup, c'est possible, parce qu'il bouge bien, il tape super fort, et il prend très bien les objets. On passe ensuite au trait de bataille. Là, il montre à quel point la liste, elle est orientée, tout pour le général. Cette Spirit Séraphon, elle est orientée autour du Carno. C'est-à-dire que vous avez des petits trucs à côté, certes, mais c'est vraiment votre Carnosaur qui va tout faire. Et si vous aimez avoir un gros perso qui va faire la game aller tout seul, c'est une bonne Spirit, parce que là, c'est vraiment l'ADN de la Spirit, quoi. C'est vraiment comme ça que vous allez jouer, autour d'un perso. Donc cette règle, ce trait de bataille, c'est à n'importe quelle phase de mêlée, vous allez choisir un effet parmi deux, soit vous bouffez une figurine adverse en jetant un dé, en faisant plus que sa caractéristique de blessure, soit vous soustrayez D6 au contrôle d'une unité ennemie. Donc ça veut dire que votre général il compte pour 5 sur un objet. Avec cette deuxième aptitude, vous pouvez très facilement reprendre un objectif, franchement, c'est hyper agréable. Et avec la première, si vous affrontez un adversaire qui a des unités avec des figurines à 2 ou 3 points de vie, c'est vraiment idéal parce que ça va vous permettre de tuer des figurines comme ça sans avoir à taper. Et ça ajoute à la létalité de la pièce qui est déjà sacrément létale, on va pas se mentir. Malheureusement, c'est un trait de bataille qui bénéficie qu'à lui, donc vous allez vous retrouver sans vraiment d'aptitude en fait à utiliser. Enfin, c'est pas une mauvaise chose parce que ça simplifie vraiment la Spearhead, c'est-à-dire que là, vous avez pas beaucoup de règles à prendre en main, et pourtant elles sont quand même impactantes. Cette règle-là, elle peut vous sortir de certaines situations, notamment le D6 en moins au contrôle d'une unité adverse, mais ça s'applique qu'au général, quoi. On enchaîne avec les aptitudes de régiment, on en choisit une parmi deux comme d'habitude. La première, ça va être à la fin de n'importe quel tour, on va pouvoir infliger sur un 3+, une blessure mortelle à toutes les unités ennemies en mêlée avec nos unités à nous amis. Ça paraît pas si bien que ça parce que vous avez que 4 unités, donc même si elles sont toutes engagées, vous allez faire 2 à 3 BM à la fin de n'importe quel tour. Comme ça paraît ok, mais en fait vous aurez jamais vos 4 unités engagées. Vos Guerrier-Saurus, ils vont mourir assez vite, je pense, malheureusement. Et c'est juste une BM, c'est-à-dire que c'est pas comme si vous mettiez 4 BM sur une seule unité ennemie. Ça va être un peu split partout sur la table, sur tout ce qui sera engagé. Et c'est pas si bien que ça, franchement. Une BM, c'est pas top. Si vous voulez jouer agressif, ça peut se justifier parce que l'autre aptitude de régiment, pour le coup, elle est hyper défensive. Ça fait que vous avez une protection à 6 tant que vous êtes entièrement dans votre territoire. Donc ça, si vous affrontez un adversaire qui peut vous alpha strike, c'est super fort parce que vous allez tanker bien mieux son alpha, justement. Par contre, si vous comptez être offensif, la première sera peut-être mieux, mais même si vous voulez attaquer, ça sera pas si impactant que ça, en réalité. Je pense qu'on partira souvent sur la deuxième, qui paraît quand même meilleure. Ensuite, on passe aux optimisations. On en a 4, on en choisit une pour notre général. On commence avec le regard de Sotek, qui fait que à la fin de n'importe quel tour, on ajoute D6 au contrôle de notre général. Donc ça peut être très bien si vous affrontez un adversaire qui a beaucoup de contrôle et qui va pouvoir très bien prendre la table et les objectifs. Parce qu'avec la règle de votre général qui va soustraire D6 de contrôle à une unité ennemie, c'est le trait de bataille. Et ça, vous allez lui soustraire du contrôle et vous en gagner. Donc vous pouvez très très bien reprendre des objectifs, vous comptez pour 5. C'est-à-dire que là, avec cette règle, vous comptez entre 6 et 11. Donc vous reprenez des objectifs très facilement. Après, c'est vraiment adversaire dépendant. C'est-à-dire que si votre adversaire, il prend pas non plus très bien la table, vous n'avez pas du tout besoin de ça et vous irez chercher autre chose. En deuxième, on a la lame des réalités qui ajoute 1 à la perf de l'arme de votre général. C'est un bon trait parce que il a perf 1 de base, donc là il va passer perf 2, c'est 5 attaques, donc 5 attaques perf 2 qui ont dégâts 2. Si vous affrontez de l'armuré, c'est vraiment super, ça vaut carrément le coup de le prendre. Et même si vous affrontez pas forcément de l'armuré, vu que vous avez entre guillemets que votre général qui tape vraiment fort, ça peut quand même être sympa de le buff et de rajouter un peu de perf. Ça fait que ces 2 attaques sont perf 2, et là vous allez commencer à vraiment tabasser tout ce qui commence à avoir un peu de save, et c'est quand même très agréable. Ensuite, on a le vénérable stratège qui fait que une fois par bataille, vous allez pouvoir faire un mouvement normal avec une unité qui n'est pas votre général et qui est entièrement à 12 pouces de votre général. Heureusement que c'est pas le général, sinon ça aurait été super fort. Maintenant, c'est quand même très fort parce que ça va vous permettre de
c'est à la phase de mouvement adverse. Donc ça va vous permettre d'anticiper une charge, c'est-à-dire peut-être de vous replier ou au contraire d'être offensif. Si jamais vous sentez que votre général il va se faire charger par beaucoup de choses d'un coup, vous pouvez amener une unité en soutien qui va peut-être pouvoir apporter un petit peu de dégâts et qui va peut-être dissuader un petit peu votre adversaire de vous charger en voyant que vous avez une unité en renfort qui arrive. Et la permissivité que ce trait il permet, c'est vraiment excellent. Si vous vous rendez compte que vous avez oublié de prendre tel objectif ou que là vous pouvez le prendre ou etc. Ça peut vraiment vous embêter l'adversaire en tout cas et vous sauver si jamais vous avez à un moment mal effectué une phase de move. Franchement ça, c'est vraiment un très bon trait, je pense que c'est le meilleur des 4. Après contre de 13 armurés, la lame des réalités passe très bien, elle est super simple à jouer, il n'y a pas de conditions quoi. Parce que ça c'est quand même un peu tricksy, il faut arriver à le mettre en place. Et le regard de Sotek qui nous donne du contrôle, c'est pareil, adversaire dépendant, uniquement contre un adversaire qui a beaucoup de contrôle. Donc de manière générique, je pense que c'est la meilleure, mais elle est pas si simple que ça à utiliser. Et enfin la dernière optimisation, la colère de Shotek, qui fait passer notre attaque de tir de notre général à 6 attaques au lieu de D6. C'est pas ouf parce que son tir est pas top, donc je pense que celle-là on la verra très peu. Si vous voulez full buff votre général, ça peut se faire, mais dans ce cas-là, le plus imperf sur son arme est mieux je pense. Pour jouer fun, ça peut le faire, sinon de manière compétitive, je pense pas, c'est pas très fort. On attaque le dur de la Spearhead avec les War Scrolls. J'ai changé d'endroit pour m'enregistrer, j'espère que ça s'entend pas trop. Et on commence avec le 100 ancien Saurus sur Carnosaur, votre général, votre pièce centrale qui tape et qui prend très bien les objets, qui bouge bien aussi. C'est vraiment votre pièce centrale, elle est hyper importante. Sans lui, franchement, vous avez plus de partie quoi. Il n'y a pas trop de fun à jouer sans lui. Il a un petit tir qui est pas top. C'est surtout ses attaques au corps à corps qui sont sympas. Donc son arme à lui, c'est 5 attaques en 3+3+, perforation 1, dégâts 2. Avec l'optique qui donne plus un perf, là on passe perf 2, ce qui est assez intéressant quand même. Et les attaques de Carnosaur, c'est 3 attaques en 4+2+, perforation 2, dégâts 3. Donc cette unité, elle tabasse vraiment très fort. Et avec lui, franchement, vous faites peur à n'importe qui. Vous faites très mal. Après, niveau tanking, si vous affrontez un adversaire qui peut vraiment vous faire mal, malheureusement, il peut vous sortir votre Carno. Et même s'il ne le sort pas, une fois que le Carnosaur a subi 10 dégâts ou plus, c'est sa petite règle stigmate de guerre. Il perd 2 attaques sur sa mâchoire, ce qui fait qu'il a plus qu'une grosse attaque, perf de dégâts 3. Donc là, il commence à taper beaucoup moins fort tout d'un coup. Et si encore une fois votre adversaire il a de quoi vous le sécher, ça peut être galère. C'est un peu votre pièce centrale, vous avez un petit peu que ça qui va vraiment taper. À voir les Croxigor, on verra tout à l'heure, mais parfois les Croxigor ils tapent un peu mou, donc bon. En tout cas, c'est un beau général, sa règle elle est assez anecdotique. Il donne plus 1 à la charge. Une unité amie entièrement à 12 pouces de lui à sa face des héros, c'est pas une règle super franchement. En Spearhead, souvent on a des charges assez courtes, donc bon, le plus 1 à la charge on le prend, mais c'est pas une règle qui va changer la partie. On passe ensuite au Guerrisaurus. Ça, vous en avez 2 packs de 5. C'est l'unité qui va constituer votre un petit peu la masse de votre armée, même si vous n'en avez pas tant que ça. Donc vous allez avoir 2 packs à 2 points de vie chaque figurine, sauvegarde à 4. Leur règle, c'est qu'ils gagnent un save quand ils sont sur un objectif que vous contrôlez. Donc ça tank plutôt bien contre des armées qui n'ont pas de perforation ou de blessure mortelle. Et ça tape de manière sympathique, 2 attaques en 3+3+, perforation 1, dégâts 1. Ça tape plutôt bien. Après, malheureusement, ça n'a pas le mot-clé renfort. Donc c'est-à-dire que ça revient pas. Et ils vont galérer à survivre toute la partie. Si votre adversaire veut les chercher, il va pouvoir le faire. Après, c'est quand même sympa d'avoir ça à côté de votre général parce que votre pièce maîtresse, c'est quand même le général. Donc l'adversaire, il va surtout se concentrer sur lui, probablement. Vous allez avoir quand même des petits Guerrisaurus qui vont pouvoir prendre un objectif à droite à gauche, peut-être faire une petite charge, aller engluer une unité ennemie qui aurait du mal à se sortir d'eux. Ils gardent très bien les objectifs une fois qu'ils sont dessus, parce qu'avec leur plus un save, ils passent save à 3, donc c'est quand même difficile de les sortir. Voilà, c'est une petite unité d'appoint. Ils vont sûrement pas faire toute la partie, mais ils sont là pour supporter votre général, on va dire, parce que c'est vraiment votre général qui va dicter la partie en fait. Eux, ils sont juste là pour accomplir 2-3 tactiques, etc. Marquer quelques points, faire en sorte que une fois que votre général fait de la place, eux, ils puissent avancer, ils puissent récupérer un objectif. Sinon, c'est votre général qui va faire le reste. Et enfin, on finit avec les Croxigor, les 3 gros dinos avec des massues. Eux, ils ont 6 points de vie chacun, save à 4. Donc c'est un pack à 18 points de vie qui peut taper fort. Ça va surtout être votre pack qui va tanker les dégâts. Et je pense qu'ils ont plus un rôle de tank plutôt que de dégâts purs, parce que leurs attaques, elles peuvent être assez décevantes. Ils ont 4 attaques chacun, donc ça va faire 12 attaques. En 4+2+, perf 1, dégâts 2. Et c'est le 4+, qui est vraiment dommage, parce que là, en 4+, avec 12 attaques, ça vous allez faire 6, mais ça peut arriver que vous réussissez que 3 ou 4 attaques, même voire moins si vous n'avez pas de bol. Et après c'est que perf 1, donc votre adversaire il peut aussi le sauvegarder derrière. Leur règle en plus elle est pas top, c'est que si jamais vous ciblez une unité qui a 5 figurines ou plus, vous avez crit 2 touches. C'est pas si bien que ça, si ça avait été crit mortel encore on aurait pris. Là c'est crit 2 touches, c'est pas top. Franchement vous êtes que perf 1. Je pense qu'il faut vraiment plus le prendre comme un tank que comme des dégâts purs.
mais en tant que tank, ils remplissent très bien leur rôle. 6 points de vie, c'est Val 4, ça fait 18 points de vie. Le pack, c'est très dur à sortir, surtout que votre adversaire, il va pas se concentrer sur ça. Votre adversaire, il va se concentrer sur votre général, qui va lui poser beaucoup plus de soucis parce qu'il tape beaucoup plus fort. Et il peut peut-être presque oublier cette unité qui va très bien reprendre l'objectif, qui va très bien soutenir le général, qui va pouvoir s'infiltrer peut-être dans le territoire adverse, etc. Et franchement, ils sont vraiment très sympas dans leur rôle de tank en tout cas, plus que dans le rôle de dégâts. On a fini l'analyse de cette Spirit Séraphon, donc on va faire une petite conclusion. On n'a pas beaucoup de monde sur la table, donc niveau jeu, ça peut être compliqué. Par contre, niveau modélisme, ça veut dire que vous montez à peine 14 figurines, vous les peignez, franchement, en plus c'est super simple à faire et c'est super beau. Et après, vous êtes prêt pour jouer, donc ça c'est assez cool. Je pense que pour les débutants, c'est une super Spirit parce que vous n'avez pas des règles très compliquées à comprendre. La principale force de votre Spirit, c'est votre général, et ça fait que vous avez quasiment une seule pièce de laquelle vous avez besoin de vous soucier en tant que joueur Séraphon. Le reste, à la limite, vous pouvez juste aller prendre l'objectif ou tenter une petite charge sur le côté avec les Croxigore. C'est votre général qui va faire la plupart du travail. Après, pour les joueurs expérimentés, on a quand même l'optimisation un peu tricksy qui nous dit qu'on peut bouger une unité amie en phase de mouvement adverse. Je pense que c'est ça, la règle qui va permettre aux joueurs expérimentés de vraiment pouvoir se faire plaisir, parce que sinon c'est une Spirit en apparence quand même assez simple, qui je pense est assez forte quand même si en fin de partie vous pouvez avoir du mal à reprendre la table une fois que vous avez perdu vos Guerrisaurus et que vous avez plus que votre général et peut-être une unité de Croxigore. Ça manque peut-être un petit peu de renfort, après ça aurait été trop fort en vrai je pense. Donc c'est une super Spirit, les figurines sont magnifiques, le jeu avec est assez cool, vous avez de la rejouabilité et vous avez de quoi vous adapter à vos adversaires, donc franchement vous pouvez y aller. C'était la 3e analyse Spirit sur la chaîne, il reste encore 22 à faire, donc on n'a pas fini encore, on a encore beaucoup de choses à voir. En tout cas c'est top de les faire, moi j'adore. Et en plus de ça, je découvre aussi des Spirit parce qu'il y en a 2-3 où j'avais jamais lu les règles, là je me retrouve à les lire. Elles sont assez intéressantes et j'ai presque envie de les jouer d'ailleurs. Et merci de m'avoir écouté en tout cas, et à la prochaine. Ciao.